ami Guillaume a récemment débuté une chaîne YouTube qui s'appelle On Jase SFF. Et c'est très bon ce qu'il fait à date. Et récemment, dans une de ses premières vidéos, il a mis en ligne une réflexion très intéressante sur où il pose la question: qu'est-ce que c'est la science-fiction? Puis c'est une maudite bonne question, ça. Fait que je me suis dit que j'allais en profiter. L'occasion était vraiment belle d'en parler aujourd'hui, autant pour mentionner la chaîne de Guillaume, puis que pour la question elle-même qui m'interpelle depuis un bon bout de temps, en fait. Ça fait un bout que j'ai réfléchi, là, certainement dans les derniers mois, mais voilà. Puis, je prétends pas aujourd'hui avoir le dernier mot sur la question. Je pense, comme c'est souvent le cas, qu'il n'y a pas de dernier mot sur cette question-là, que c'est impossible d'en avoir un. Je pense que toutes les définitions qui sont données ont leur bon côté, puis leur mauvais côté, ou leur côté, si on veut, adéquat et moins adéquat. Utile, moins utile. Bref, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est présenter un point de vue que moi, j'ai pas vu souvent, puis qui ressemble plus à comment est-ce que moi je vois ça présentement, essentiellement, puis peut-être que vous trouverez intéressant aussi. Pour vous dire tout de suite le principe, c'est ça, en général. Le résumé, c'est qu'en général, on se dit que la science-fiction, c'est un genre de littéraire ou cinématographique qui repose sur la science. Mais cette partie-là, le genre de conjonction, là, est toujours un petit peu floue, là, parce que est-ce qu'elle repose sur la pratique scientifique? Est-ce qu'elle repose sur des hypothèses scientifiques? Ouais, bon, oui, elle est basée sur une explication scientifique des phénomènes, mais est-ce vrai? On se dit ça parce qu'on sait qu'il y a science. Okay? C'est science-fiction, il y a science dans le nom, là. Puis en général, on est dans un univers, la plupart du temps, qui semble obéir à des lois scientifiques ou des principes scientifiques. Mais à mon avis, quand on se met à creuser un peu plus, on se rend compte en fait que c'est beaucoup plus... j'oserais dire c'est rarement le cas en fait. C'est pratiquement jamais ça. Mais néanmoins, on a quand même l'impression... C'est ça, il y a science-fiction dans le nom. C'est peut-être un nom que les critiques ont donné, mais c'est parce que ça participe à quelque chose, là, clairement, là, OK? Dans l'essence de ce que c'est, cette chose-là. Puis, c'est essence, il y a. Puis, moi, l'hypothèse que je vais mettre de l'avant aujourd'hui, c'est que c'est pas un discours sur la science. C'est un discours sur la modernité. Puis, parce que la science est au cœur de l'expérience moderne, okay, comme être humain, c'est pour ça qu'il y a de la science partout là-dedans. Mais, puis c'est pour ça qu'à l'occasion, on rencontre des bouquins ou des livres là, qui sont des extrapolations sur des principes scientifiques. Mais plus souvent qu'autrement, puis même dans ces œuvres-là, en général, j'oserais dire, ce qu'on a en fait, c'est des récits qui relatent, qui montrent, OK, c'est quoi l'expérience d'être un être humain dans cette nouvelle vision du monde-là où c'est la science qui a le dernier mot sur le sens de l'existence, là, si vous voulez ce que je veux dire. Okay? Dans une société qui est dominée par le spectre ou l'esprit de la science, ou vous voyez ce que je veux dire. Donc, c'est à peu près ça l'idée. Puis on remarque encore une fois OK, elle est dominée par quelque chose de la science, mais quoi? Quoi au juste? Puis peut-être que une des fonctions de la science-fiction, c'est précisément de répondre à cette question-là. C'est quoi, en fait, la science pour nous autres? Qu'est-ce que c'est, cette affaire-là? Qu'est-ce que c'est pour vrai, là? Okay. Pour nous, là, dans le monde. Bref, fait que c'est à peu près ça la direction que je vais explorer aujourd'hui. Je
vais certainement essayer de le faire, en tout cas. Puis, pour moins radoter qu'il m'est déjà arrivé, j'ai essayé de me faire une genre de structure, un peu, un genre de plan, là. Fait que je vais commencer par, à titre d'exemple, là, par montrer, utiliser un... On va commencer par regarder une source qui est l'encyclopédie des films de science-fiction de Phil Hardy, dont j'ai déjà parlé ailleurs, qui est un livre qui m'a beaucoup moins marqué, là, qui est la raison en bonne partie pour laquelle j'ai cette chaîne-ci. Là. C'est en énorme partie parce que j'ai eu ce livre-là quand j'étais petit. Puis comme j'ai déjà dit dans d'autres vidéos, quand j'étais à genre 8-10 ans, je me suis dit, je vais regarder tous les films qu'il y a là-dedans. C'est tous les films de science-fiction de 1895 à 1983. Okay, le livre est sorti en 84, la première édition. Bon, ben c'est ça, j'ai parti la chaîne à cause de ça. Mais même à l'époque, c'est ça. Donc, le livre n'est pas complet dans le sens qu'il manque quand même un certain nombre de films, mais Phil Hardy a fait un très bon boulot de mettre le plus de livres. T'sais, tous ceux qu'il a trouvés, je pense qu'il les a mis dedans. Mais il a fait un tri. Il a fait un tri, puis il a mentionné... il mentionne des fois des titres qui sont... quand il mentionne un film qui n'est pas dans son livre, il le met en italique. Quand tu fais des références à d'autres films qui sont dans son livre, il les met en caractère gras, mais quand il y a des films qui ne sont pas dans son livre, il les met en italique. Et il y en a des fois que tu te dis, pourquoi il ne l'a pas mis? Ça me semble être de la science-fiction. Puis c'est intéressant de regarder qu'est-ce qu'il a mis puis qu'est-ce qu'il n'a pas mis. Okay? On va commencer par ça très vite fait. Qu'est-ce qu'il a mis dedans? Il a mis toutes les permutations du mythe du golem. Et puis le golem, c'est cette créature de la légende hébraïque. Je ne sais pas à quel point ça remonte vraiment. Je veux dire, il y a un roman, je pense, du 19e siècle que j'ai lu, qui est très bon, là, qui a servi d'inspiration aux films, à ces films-là en particulier, dans bien des cas. Puis le livre mentionne qu'il y a une légende juive médiévale, peut-être même plus vieille que ça. Je ne sais pas si dans la vraie vie, ça, je n'ai pas regardé si dans la vraie vie, il y a vraiment cette légende-là. Mais toujours est-il que le golem, c'est une créature de glaise qui est animée parce qu'un rabbin il fait une prière, puis il met... je pense que c'est la lettre Aleph sur son front. Donc, la première lettre de l'alphabet hébreu, qui est chargée, évidemment, comme tout l'alphabet hébreu, de signification mystique profonde. Et ça anime cette créature-là, qui est une sorte de... je suis tenté de dire de Frankenstein avant l'heure, parce que c'est un homoncule, ou c'est un humanoïde animé de par la volonté d'un être humain, mais... on voit déjà que c'est ça. On va parler dans un instant de Frankenstein, mais le golem est entièrement surnaturel. OK? C'est un rabbin qui fait une prière, puis il met une lettre de l'alphabet hébreu, puis les propriétés mystico-mystiques de la lettre et de la prière font que cette créature de glaise est animée, OK, pour protéger le peuple juif. Il n'y a rien de scientifique là-dedans. C'est pas pas du tout le cadre de référence scientifique, mais Phil Hardy l'inclut là-dedans. Puis il y a des versions de science-fiction de cette histoire-là. Il y a entre autres It, là, dans les années 60. Il y a un des films qui s'appelle It. Il y en a un dans les années 60 qui est carrément l'histoire du golem avec Roddy McDowall, que j'avais bien aimé. Je l'ai vu une couple d'années, quelques années, puis j'avais bien aimé ça. Bon, c'est clairement le golem, mais c'est une explication scientifique. OK. Puis il y a une version d'Europe de l'Est, là, en 80, 79-80, dans ces années-là. Puis il y en a quelques autres, comme ça, des versions de science-fiction, mais il y en a beaucoup qui sont purement à base spirituelle ou surnaturelle. Puis Phil Hardy les met dans son livre. Un autre œuvre qu'il met dedans, c'est Connecticut Yankee in King's Arthur Court. Là, donc, un Yankee à la cour du roi Arthur. C'est Mark Twain, je pense, qui a écrit le bouquin. Ça, je pense vraiment certain. Mais, encore une fois, c'est un gars qui voyage dans le temps, puis il va dans la cour du roi Arthur. Ça fait qu'il y a du voyage dans le temps. Ça fait qu'on se dit, c'est science-fiction, mais...
c'est pas scientifique pour deux scènes, là. C'est un prétexte littéraire pour faire écrire un roman satirique où est-ce que le gars, il voyage dans le passé, puis il va, bon, c'est un Américain qui va chez le roi Arthur. Il y a une version science-fiction de ça aussi. C'est Walt Disney qui l'a fait dans les années 70. C'est un astronaute à la cour du roi Arthur, je pense que ça s'appelle. Bon. Fait que là, oui, c'est une version science-fiction, mais à la base, l'œuvre, elle n'est pas du tout... Il y a un voyage dans le temps, mais c'est pas... Il n'y a rien de scientifique. Il y a zéro... Il n'y a rien de scientifique. C'est un prétexte littéraire, puis je sais pas s'il est assommé ou comment est-ce qu'il voyage, tu sais, mais je pense pas qu'il invente une machine. Incidemment, qu'est-ce qui n'est pas dans le livre de Phil Hardy? C'est Santo contre le trésor de Dracula. Et bien, Santo contre le trésor de Dracula, Santo voyage dans le temps avec une machine que lui a inventée. OK. Est-ce que c'est scientifique? C'est pas dans le livre. Bon. Deux autres œuvres là, qui sont listées, c'est toutes les versions des contes de Hoffman. Entre autres, je pense parce qu'il y a une des histoires dans ces contes-là, qui est un des contes, donc, qui est Coppelia, je crois. C'est une danseuse animée, un genre de truc comme ça. Bon. Fait que, ouais, OK, c'est une machine, mais lui, il l'inclut. Mais comme on va le voir dans un instant, moi, j'ai l'impression que c'est pas du tout de la science-fiction, mais j'ai pas l'impression que ça en est. Mais lui l'a inclus. OK. Puis, le dernier sur ma liste de ce que lui a inclus, que moi personnellement, j'aurais pas mis, là, c'est les versions de l'Atlantide, mais l'Atlantide, le roman de, je pense, Pierre Benoît. OK. Puis le principe de cette histoire-là, c'est un légionnaire là, de la Légion étrangère française et il se perd dans le désert et il découvre les vestiges de l'Atlantide dans le fameux désert ou dans le Sahara. Et il y a la reine de l'Atlantide qui est plus ou moins éternelle, je pense. Il tombe en amour avec, mais finalement, une série de mésaventures, et elle est très belle, mais très cruelle, etc. Bon. Ça pour dire qu'il finit par fuir l'Atlantide en question, il retourne à la civilisation, si on veut, et le cœur brisé, il veut absolument retourner voir cette reine-là, avec qui il est encore en amour, mais il la retrouve jamais. Je pense qu'il meurt dans le désert. Ça pour dire que c'est bon, j'ai vu là, une des versions du film, une version des années 30. J'ai plutôt aimé ça. C'est un bon film. C'est bien fait, là, mais j'ai pas trouvé que c'était de la science-fiction. Mais lui, sûrement l'a mis parce qu'il y a de l'Atlantide dedans. OK? Mais encore une fois, c'est ça. Bon, qu'est-ce qu'il n'a pas mis dans son livre? Ben, il n'a pas mis beaucoup de films de style Continent perdu. Il en a mis certains, comme The Lost, je pense The Lost Continent, le truc de... Je pense que c'est Conan Doyle qui a écrit ça. Bon, mais ça, il y a plusieurs versions du livre, il y a plusieurs versions filmiques dont il parle, mais il mentionne pas de mémoire, il mentionne pas The People That Time Forgot. Là. Okay? Puis il y a une série de suites de ces films-là qui sont soit des histoires de continents perdus, soit des histoires d'hommes préhistoriques. Okay? Bon, puis moi, c'est ça, on pourrait légitimement, à mon avis, mettre de l'avant que des histoires basées sur... Des histoires d'hommes préhistoriques, c'est plus science-fiction que des histoires d'Atlantide, en vérité. OK? Parce que... il y a une explication. Je veux dire, scientifiquement, on peut prouver qu'il y a eu des hommes préhistoriques. Tandis que l'Atlantide, même si moi, j'ai plutôt tendance à y croire, honnêtement, l'Atlantide, pour différentes raisons, les continents perdus. Mais, je n'irais pas dire que c'est scientifique comme croyance, là, parce que ça ne l'est pas pantoute. OK? Fait que, voilà. Fait qu'il a fait un tri, là, Phil Hardy. Il n'a pas mis The Birds, dont je parle très souvent parce que, c'est un film que j'aime beaucoup, qui a une énorme influence. Lui, il l'a pas mis. Il n'a pas mis King Kong, hein? Il n'a pas mis aucune des versions de King Kong, je crois. À part, là, King Kong contre Godzilla, pis ces films-là.
je pense qu'il n'a pas mis... Il a mis certains films de Yeti. Il y a toute une série de films d'Abominable Homme des Neiges. Mais il en a mis certains, mais il en a pas mis d'autres. Puis je mets Yeti avec King Kong parce que c'est un peu des titres basés sur la cryptozoologie, là, qui est de la pseudo-science, si on veut. C'est des créatures imaginaires, bon. Mais c'est ça. King Kong, qui est un classique de tous les temps, il l'a pas mis dans son livre. Je suis pas mal certain qu'il l'a pas mis. Si je me trompe, là, je le mettrai dans les commentaires. Je le mettrai en bas, là, mais je pense pas que je me trompe. Bon, fait que, tu sais, puis moi, je mettrais King Kong dans la science-fiction, pareil comme je mettrais Godzilla ou à peu près tous les films de Kaiju. Fait que, OK. Fait qu'on voit qu'il y a un tri qui s'est fait. Puis on peut se dire, OK, bon, mais moi, j'ai l'impression, par exemple, dans le cas de Phil Hardy, pourquoi est-ce qu'il a pris cette sélection-là? Puis il y aurait d'autres exemples que j'aurais pu lister, là. Bon, ben, OK, le Golem, il y a des films de science-fiction qui ont été basés là-dessus, je les ai évoqués. Ça fait que peut-être qu'il s'est dit, je vais mettre les premiers, en fait. Je vais mettre les... Tu sais ça, je vais lister ceux en noir et blanc qui parlent uniquement de la légende juive, comme ça, à cause de la référence. Mais en fait, c'est... En vous le disant, c'est clairement pas vrai parce que il a mis The Birds. En vous le disant, ça me revient, là. The Birds, il est dedans, mais il dit clairement, je le mets, même si c'est pas de la science-fiction, précisément parce que ça l'a influencé tellement de films après. T'sais, tous les films de vengeance de la nature, bon, c'est comme Frogs, etc., Dogs, bon, etc. Fait que, il a, quand il parle de Golem, il a pas mis ça. Il n'a pas dit ça. Il l'a juste mis, puis pareil pour les autres titres que j'ai mentionnés, Conte d'Hoffman, etc. Bon, fait que quels sont les critères qui ont motivé sa décision? Il doit en parler dans l'introduction que je n'ai pas appris par cœur, je vous l'avoue, mais c'est un peu secondaire. C'est pour dire que lui considérait que dans sa définition, à lui de la science-fiction, il y avait des... C'est comme ça que ça tombait, tu sais, puis bon. Là, j'arrive à mon deuxième point, puis on s'approche de mon point principal. Moi, j'ai jamais trouvé... J'adore ce livre-là, je l'ai dit plus qu'une fois, mais moi, j'ai jamais été convaincu que des films comme Golem ou Le Yankee à la cour du roi Arthur, tout ça, que ça avait sa place dans la science-fiction, parce que j'ai jamais trouvé que ça en avait la saveur ou l'aura, là. Puis, ce que je soumets maintenant, c'est que ben, on la reconnaît quand on la voit. Puis même s'il y a des cas limites, là, généralement, quand c'est de la science-fiction, on le sait. OK, on le reconnaît, c'est ça. Puis ça me fait penser à cette fameuse citation d'un politicien américain, là, plutôt réac, évidemment, je crois, qui était, bon, tu sais, il savait pas c'est quoi de la pornographie. Il était capable de la définir, mais il reconnaît quand il la voit. OK? Ben, la science-fiction, comme ben des affaires, c'est un peu comme ça. Puis, je pense que cette question-là de la science-fiction a une saveur ou une aura, nos sens la reconnaissent comme étant quelque chose qui existe. OK, c'est ça l'idée. C'est notre appareil perceptif ressent quelque chose quand il est en présence de cette affaire-là. Pareil comme en face d'une orange. Peu importe. Là. C'est un truc qui existe, on le perçoit, mais on a de la misère à mettre le doigt dessus. C'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui. Puis, ce que je vais faire dans mon deuxième point ici, c'est que je vais lister d'autres œuvres, en particulier Frankenstein, mais pas celui-là. Puis, où est-ce qu'on va voir? OK, bon, mais quand est-ce que ça a la saveur science-fiction, puis quand est-ce que ça l'a pas? Puis, quelles sont les cases que ça coche, en fait? T'sais. Puis, une des lignes peut-être qu'on va voir, c'est que, ce qu'on va peut-être remarquer, entre autres, c'est que il y a beaucoup de films d'horreur qui correspondent... La science-fiction puis l'horreur sont à beaucoup d'égards, sont indifférenciables, sont souvent indifférenciables. Okay? Pas tous les films de science-fiction sont des films d'horreur, mais non plus que le contraire, mais beaucoup de films d'horreur sont aussi des films de science-fiction sans qu'il y ait de césure. Là. C'est bon. Tandis que quand il y a il y a beaucoup de films d'horreur qu'on regarde qui sont aussi 100% de la science-fiction.
Okay. Tandis qu'on voit aussi des films de fantasy ou des films des péplums ou des trucs comme ça, où est-ce qu'il y a des épées laser, puis des vaisseaux spatiaux, puis tout ça, mais moi, je trouve, même si je les compte dans la science-fiction, que l'atmosphère est moins là. Puis c'est une des pistes. Ça fait plus fantasy, ça fait pas science-fiction souvent. Même s'il y a les symboles, même s'il y a du voyage dans le temps, même s'il y a des vaisseaux spatiaux, si c'est Hercule contre Hercules versus The Moon Man, là, contre les Sélénites, là, que j'aime beaucoup d'ailleurs. Super cool, Hercule contre les hommes de la Lune. Là, je ne sais plus comment ça s'appelle en français, mais j'adore ce film-là. Je le compte comme science-fiction, mais parce qu'il y a des martiens, là, mais je pense pas que ça. Je trouve pas que ça fait science-fiction tant que ça. Bon. C'est ça. Puis c'est de l'eau au moulin, de ce qui me fait dire qu'on est plutôt dans le cas de. Il y en a un qui parle de l'expérience de la modernité. Puis il y en a un qui n'en parle pas. C'est évident que quand Hercule se bat contre... Même les films d'Hercule, c'est des films modernes. Là. C'est des films qui ont été... Le cinéma n'existait pas avant le 19e siècle, même avant le 20e siècle, à toute fin pratique. Fait que c'est une invention moderne. Il ne peut pas être autre chose que moderne. Mais il ne parle pas tout le temps de ça. Okay? Sa sensibilité, c'est peut-être un regard moderne, mais c'est pas ça son sujet dans le cas des films d'Hercule. Okay? C'est rarement le cas. Fait que, quelques titres. C'est ça, les titres que j'ai listés. Bon, j'ai mis Moby Dick en premier parce que je l'ai lu récemment. Puis Moby Dick, OK, on a un monstre géant, la baleine, qui est doué toute fin pratique de pouvoirs surnaturels. Si vous le lisez, là, où est-ce qu'elle est... elle est présentée essentiellement comme une sorte de force du destin ou de la fatalité. Là. Bon. Puis j'ai l'intention de mettre en ligne une vidéo sur ce livre-là dans pas longtemps. Ça fait que si ça vous intéresse, j'en parlerai plus à ce moment-là. Mais à aucun moment, en lisant le livre, même si c'est plutôt une allégorie ou c'est pas un livre réaliste. Okay? Je veux dire, il y a des aspects qui le sont. C'est une encyclopédie de la pêche à la baleine, à beaucoup d'égards. Mais en même temps, dès le début, ça fait pas roman réaliste, pas en tout. C'est plutôt fantaisiste. Là. C'est plutôt... c'est ça. Mais à aucun moment, je me suis dit, on est dans la science-fiction. OK. Donc, même si, encore une fois, ça coche la case monstre, ça coche la case... etc. Prenons Frankenstein maintenant. Parce que dans la vidéo de Guillaume, entre autres, Guillaume fait l'exercice dont on joue à SFF, là. Il fait l'exercice de remonter dans le temps puis de lister plusieurs candidats possibles mettons, première œuvre de science-fiction, premier livre de science-fiction de l'histoire, premier film, etc. Bon. Puis, si on parle juste des livres, là, souvent, comme Guillaume le mentionne lui-même, le premier livre qui est mentionné, c'est Frankenstein de Mary Shelley. Puis, c'est fascinant comme choix. Okay. Il y a une thèse de doctorat juste là-dessus. Si ça se trouve, ça a déjà été fait. Mais, des histoires avec des machines ou avec des inventions, il y en a avant ça. Des histoires de voyage dans l'espace, il y en a avant ça. Le Cyrano de Bergerac en a écrit un qui est bien connu. Etc. Si on monte chez les Grecs, il y en a. Les textes hindous, à la limite, si on veut. Ils se déplacent en soucoupe volante, si vous le lisez. Là. Je ne me rappelle pas si c'est les Upanishads ou la Bhagavad Gita, là, mais ils ont quelque chose qui est essentiellement une soucoupe volante, puis ils se battent avec ça. Donc, voilà. Mais, pour moi, rien de ça à la fameuse saveur de science-fiction, tu sais. Puis... Frankenstein, là. OK. D'un certain point de vue. Frankenstein, c'est un cas limite. Je pense que c'est bon de commencer l'histoire littéraire de la science-fiction avec cette œuvre-là pour toutes les raisons que vous pouvez imaginer, d'autres encore. Mais ce qu'on oublie très souvent quand même dans Frankenstein, c'est que quand on a...
C'est pas l'histoire d'un savant qui utilise la science pour créer la vie. C'est pas du tout ça. Ça, c'est l'histoire que nous autres, on raconte sur Frankenstein. C'est l'histoire que les amateurs de science-fiction racontent sur l'œuvre. Mais c'est pas ce que l'œuvre elle-même raconte. Parce que le baron Frankenstein, il commence à vouloir créer la vie de mémoire, là, avec des méthodes scientifiques, justement, mais il n'y parvient pas. Puis ce qu'il finit par faire, c'est qu'il va lire les livres de Corneille Agrippa et Paracelse, puis il en nomme quelques autres comme ça. Puis moi, j'ai lu ça, Frankenstein, quand j'étais au secondaire, puis à l'époque, moi, Corneille Agrippa, je ne savais pas du tout c'était qui, puis il n'y avait pas d'Internet dans le temps, ça fait que... bon... Mais je l'ai su bien des années plus tard, c'était qui Corneille Agrippa? Ben, c'est le gars qui a écrit Les clavicules de Salomon, voyez-vous. Puis, c'est le plus grand traité, si on veut, de magie noire qui existe. Là, okay. C'est pas exactement de la magie noire. Okay. C'est plus... c'est un traité pour contacter une catégorie d'esprit bien précise. Là, okay. C'est un sujet pour un autre jour. Mais quand vous voyez des illustrations là, de pentacles, là, très, très, très souvent, c'est tiré de les clavicules de Salomon, c'est-à-dire de Corneille Agrippa. Puis Paracelse, même chose, c'est un alchimiste. Là. OK. Bon. Fait qu'un Paracelse, il n'est pas en train de parler de comment traiter avec des esprits plus ou moins maléfiques. Là. Bon. Mais je dis quoi que bon, parce que les esprits maléfiques de Corneille Agrippa, mais blablabla, c'est une question, encore une fois, pour un autre jour. Dans Paracelse, c'est de l'alchimie. OK? Puis, vous allez peut-être me dire, l'alchimie, c'est l'ancêtre de la chimie scientifique. Non. Non, 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 non. OK. Il y a deux types d'alchimie, voyez-vous. Si vous lisez Paracelse, je ne me rappelle pas, mais si vous lisez Les Noces alchimiques là, de Christian Rosenkreuz, là, genre ça c'est le titre, là, je crois. En tout cas, Les Noces alchimiques, ils disent explicitement là, ce qu'on est prêt à vous dire. Là. Il y a deux types d'alchimie. Il y a l'alchimie des sages, si on veut, puis l'alchimie des imbéciles. OK? Puis l'alchimie des imbéciles, c'est celle qui cherche à obtenir de l'or physique à partir de procédés physiques. OK? C'est ça qui va donner la chimie plus tard, la chimie scientifique. Okay? Quand on dit c'est l'origine de la chimie, ouais, dans ce sens-là. Mais lisez n'importe quel traité d'alchimie plus ou moins sérieux, si on veut. En tout cas, certainement, les Noces alchimiques ou Paracelse, c'est n'importe quoi. Puis ils vont vous le dire, puis ils vont vous le répéter à journée longue que c'est le contraire de ce que tu es supposé faire. Parce que l'alchimie, c'est un processus spirituel. Ça fait que oui, tu fais toutes les opérations avec les décanteurs puis tout ça, mais la pierre philosophale que tu obtiens en bout de ligne, c'est un truc spirituel. OK. Puis en fait, on est beaucoup plus proche de méthodes, on est beaucoup plus proche du bouddhisme, là, en quelque part. Okay? C'est comme une sorte de version de rite initiatique ou de mystère, comme les mystères d'Éleusis. Okay? L'alchimie, c'est ça que c'est. Okay? La vraie alchimie. Puis on peut dire, comment, tu sais, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai? Bon, mais si rien est vrai, on peut aussi bien dire que l'alchimie qui a donné la chimie, c'est la vraie, mais non. Okay, je veux dire, dans les sources, c'est pas traité comme ça. Okay. Mais puis Frankenstein, qu'est-ce qu'il utilise quand il lit Paracelse? Ben, Paracelse, c'en est un qui n'est pas en train d'essayer de te rendre riche en fabriquant de l'or. OK. OK. Il est en train de te décrire
c'était écrit de manière mystérieuse. Fait qu'est-ce qu'il y a ça de décrire exactement? C'est le mystère de l'alchimie. Mais d'après Jung, puis bien d'autres mondes, Israël Régardi, etc., puis d'après moi aussi, c'est essentiellement des processus psychiques, là, okay, spirituels et psychiques. Okay. Fait que, puis c'est ça, même si la pratique alchimique, la pratique se fait au moyen de produits, puis d'alambics, puis d'affaires comme ça, c'est fondamentalement une méditation, en fait, qui utilise ça comme support, en quelque part. OK? Bon. Fait que, si on revient à Frankenstein, encore une fois, ben, le baron Frankenstein, c'est là-dessus qu'il se base. Il se base sur des traités de magie, OK, pour invoquer des démons, OK, puis il se base sur de l'alchimie. Puis c'est avec ça qu'il crée Frankenstein. Et qu'il crée la créature, le monstre, là. Fait que c'est ça. Je sais pas c'est quelle conclusion qu'on peut tirer là-dessus pour cette œuvre-là, mais c'est pas une œuvre scientifique. Néanmoins, quand on le lit, l'atmosphère est plutôt une atmosphère de roman gothique, de maison hantée, là, ce genre d'histoire-là. Mais c'est un peu ce genre-là, mais la saveur de ce qui est décrit ressemble à ne détonne pas dans la science-fiction. Puis non seulement détonne pas, mais est suffisamment proche pour qu'on puisse dire clairement c'est la première œuvre de cette tradition-là. Puis avoir l'impression de ne pas se tromper. Puis encore une fois, je pense que c'est un bon choix, le Frankenstein. Mais c'est intéressant. C'est un bon choix, mais c'est aussi un choix qui a rien de scientifique pour les raisons qu'on pense qu'il l'est. OK, puis si on creusait là-dessus, peut-être qu'on pourrait se demander, OK, si ça parle de la science, mais que c'est pas, il n'y a rien de scientifique dans ce qui est décrit, qu'est-ce que ça décrit à la base? Qu'est-ce que ça décrit à la place? OK. Bon. Blade Runner. Blade Runner, 100% scientifique. Autant le livre que le film. Mais en même temps, il n'y a aucune... Encore une fois, bon, qu'est-ce qui est scientifique? Je ne vais pas le faire au complet. Je vais juste les lister. Puis quand on voit Blade Runner, clairement, c'est de la science-fiction. C'est dans le futur, il y a des robots, il y a des voitures volantes, etc. Dans le livre, il y a toutes les questions de catastrophes écologiques. Bon, le truc écologique... ouais, on peut dire que c'est basé sur des affaires de scientifiques, mais Philippe K. Dick, il n'est jamais en train de t'expliquer une affaire, une théorie. C'est jamais ça qu'il fait. Ça fait tout le temps, c'est tout le temps de la science-fiction. C'est dur d'être plus science-fiction que Philippe K. Dick. Mais Philippe K. Dick, il parle de personnages qui ont de la misère, qui s'en sortent pas, ou qui ont des gros problèmes existentiels ou relationnels, etc., etc. Donc, c'est pas... c'est de ça qu'il parle, en quelque part. Il parle de gens qui ont perdu leur point de repère. Il parle de gens de gens aliénés. Il parle de toutes ces affaires-là. OK? Mais c'est ça, même s'il y a des robots ou des mutants ou n'importe quoi, je vais continuer de les lister, puis quand vous... C'est ça. Pour à peu près tous les exemples que je vais donner, il n'y en a jamais d'explication scientifique. C'est pas une discussion sur un principe scientifique. Il y en a un que je n'ai pas listé, qui est Rendez-vous pour Rama. Je le mentionne là parce que je n'ai pas mentionné de le lister, mais Rendez-vous with Rama de Arthur C. Clarke, que mon frère m'avait donné dans le temps, que j'avais beaucoup aimé. C'est une série, j'ai lu les 2 premiers. Puis ça, c'est Arthur C. Clarke, c'est plus scientifique. Mais c'est plus, OK, il y a un vaisseau spatial qui arrive, puis là, ils vont explorer, puis... Ça, c'est plus proche c'est ça, d'une histoire qui est basée sur une exploration scientifique. Mais c'est un petit peu comme si on suivait une version romancée de Charles Darwin, là, dans les îles Galapagos, en quelque part. C'est un petit peu un roman d'aventure avec une prémisse scientifique. Peut-être, OK. Fait que ça explore des questions scientifiques, mais c'est ça.
ça sera un exemple de quelque chose qui correspond à la définition traditionnelle, mais il n'y en a pas tant que ça, comme je disais. Je vais continuer rapidement, puis je vais passer à mon troisième point, mais OK, Godzilla. Godzilla, c'est de la science-fiction. C'est un film de monstre géant. OK? Il est créé par la bombe atomique. Fait que c'est une explication scientifique. C'est une crainte moderne. C'est une des craintes les plus fondamentales de l'existence moderne, là, la destruction nucléaire. Mais scientifiquement, si vous échappez, si vous soumettez un lézard à des radiations intenses, il ne va pas se transformer en une créature haute comme un gratte-ciel qui lance des rayons. Pas mal certain qu'il y en a s'il y en a qui ont essayé, je pense que ça n'a pas marché. T'sais. Fait qu'encore une fois, c'est pas scientifique dans le sens scientifique. Mais on reconnaît ça comme la science-fiction, parce que la préoccupation dans le film est moderne. Donc, OK, c'est ça. Star Trek, un peu le même principe. Ça, c'est plus science-fiction optimiste, positive, bon, etc. Ils voyagent dans l'espace. Même affaire. C'est des histoires d'aventure qui parlent... Bon, bref, continuons. L'île du Docteur Moreau, j'en ai déjà parlé. C'est un chef-d'œuvre total et absolu. Tout le monde devrait lire ça. C'est super bon. Ça parle complètement... C'est un savant faux qui expérimente puis qui a l'air d'avoir aucun scrupule. Quoique, d'après H.G. Wells, apparemment, lui, il ne concevait pas le personnage comme ça. Fait qu'il met en scène la science, mais il transforme des animaux en êtres humains avec la chirurgie. Pas mal certain que ça se peut pas. OK. Qu'est-ce qui est scientifique là-dedans? C'est pas la science elle-même, mais il y a rien de scientifique, mais ça dit rien là-dessus, mais ça dit beaucoup sur un problème moral de la science. Hein? Un problème moral que pose l'existence et la pratique de la science. Okay? Fait que c'est plus ça la question. OK, la machine à voyager dans le temps, ça sera un peu le même principe. Bon, Roadside Picnic, Night of the Living Dead, ouais. Je vais juste finir ce deuxième point-là pour enchaîner rapidement à mon troisième point, parce que je pense que ma vidéo commence déjà à être longue. Série de films d'horreur, Night of the Living Dead, The Thing, Prince of Darkness, puis Alien. Déjà, dans ces trois-là, The Thing puis Alien, c'est incontestablement des films de science-fiction. Il n'y a jamais personne qui va dire le contraire. Alien, ça se passe dans l'espace, ils vont sur une autre planète, etc. Mais en même temps, c'est complètement un film d'horreur. C'est principalement un film d'horreur dans un univers de science-fiction. Puis The Thing, c'est un peu le même principe, sauf qu'à la place d'aller dans l'espace, ça se passe au pôle Nord, mais il y a un monstre qui attaque. C'est un film de fin du monde. C'est un chef-d'œuvre aussi, The Thing. La version celle de Carpenter, je parle. Là. Bon. Mais 100% des films d'horreur, ce sont 100% des films d'horreur, mais 100% de la science-fiction en même temps. Night of the Living Dead, celui des années 60, là, le premier, Phil Hardy le met dans son livre. Lui dit que c'est parce que l'événement qui provoque les zombies et le prétexte qui est donné, c'est une raison scientifique. Là, c'est évoqué, il mentionne aux nouvelles, ça joue à la télévision à un moment donné en arrière, qui disent que c'est peut-être un satellite qui a provoqué ça. Mais... Puis l'autre film que j'ai listé ici, c'est Prince of Darkness, qui n'est jamais considéré comme un film de science-fiction, à ma connaissance. Mais ces quatre films-là ont quelque chose en commun. Et c'est que l'horreur provient du nihilisme. C'est ça, ces quatre films-là. C'est la quintessence de l'horreur cosmique. Puis, je pense que, encore une fois, dans le livre de Phil Hardy, je pense que c'est lui qui mentionne ça, que Alien a un côté Lovecraftien. Puis, à l'époque, je comprenais pas ce qu'il voulait dire. Puis, je pense quand même que c'est un petit peu tiré par les cheveux, mais oui puis non. Parce que l'horreur de Alien, c'est que... Alien, comme le dit là, je pense que c'est Ash, là, le personnage de Ian Holm, c'est le triomphe de la nature, c'est le triomphe de l'évolution, là, la créature de Alien. Okay? Et n'importe quelle pyramide alimentaire ou évolutive là, de survie, de compétition, etc.,
que vous pouvez concevoir, ben, la créature dans Alien est tout le temps au-dessus. OK? Je sais bien qu'après, ils ont fait des films de Prédateur où est-ce qu'ils se battaient, puis le Prédateur, des fois, il gagne, là, mais ils ont triché, OK? C'est venu après, ils ont changé les règles. Je veux dire, si on retourne au premier film, ça serait intéressant comme question. C'est parce que dans le deuxième, il change la nature de l'horreur, déjà, dans Aliens, là. Puis ça serait intéressant, on le fera pas maintenant, mais ça serait intéressant de comparer parce qu'il ne pouvait pas refaire le premier. Il a dit, OK, à la place d'être une équipe contre un monstre, ben on va mettre plein de monstres, puis l'horreur va venir de là. On va faire une version différente de la même histoire. Puis c'est très, très bon. Mais la nature de l'horreur est différente, c'est ça. À soulever pour une autre question, peut-être un autre jour. Mais ce qui est certain, c'est que dans le premier, c'est ça. Tu sais, le slogan, c'est « In space, no one can hear you scream », n'est-ce pas? Dans l'espace, personne ne peut vous entendre crier. Puis c'est un peu ça, la morale du film, ou c'est un peu ça, pas le message du film, mais le thème du film, en fait. Tu sais, c'est... qu'on retrouve plus ou moins, j'oserais le dire d'ailleurs, dans Childhood's End là, de Arthur C. Clarke, que je viens de mentionner, qui est souvent réputé comme un des meilleurs livres de science-fiction. Je l'ai lu il y a une couple d'années. Et tabouère. Moi, j'ai trouvé ça horrible. J'ai trouvé que ça, c'était de l'horreur. Puis, si vous le lisez, vous verrez peut-être ce que je veux dire. Puis c'est parce que la conclusion du livre n'est pas si loin que ça de celle de Alien, qui est l'univers est vraiment horrible. Vraiment se calisse de nous autres, j'oserais dire. Puis c'est ça, Night of the Living Dead, c'est ça que c'est. Hein? Si on compare avec le film Le Zombie classique, là, le film comme I Walked with a Zombie de Jacques Tourneur, n'importe quoi, White Zombie avec Bela Lugosi. Bon, mais là-dedans, c'est la magie qui ranime le vaudou, là, qui ranime les zombies. T'sais. Ça fait qu'en quelque part, il y a quelque chose de rassurant dans ces films-là, parce que il existe des puissances surnaturelles qui permettent de ranimer des morts. Ça fait que même si on les trouve horribles, ces zombies-là, il existe néanmoins des puissances surnaturelles. Et donc, ça veut dire que il y a autre chose que la vie sur Terre. Puis ça veut dire que quand on meurt, ben, il y a des bonnes chances qu'il y ait autre chose après, voyez-vous. Je vais dire même si on est transformé en zombie, mais c'est ça, je pense que c'est ça. Voilà, dans le cas du zombie vaudou, c'est un univers où il existe quelque chose comme un dieu, là, parce que c'est quelque chose comme une créature, une puissance surnaturelle qui anime ces créatures-là. Tandis que dans le cas de Night of the Living Dead, il n'y en a pas. Il n'y a rien de ça. Puis le zombie cannibale, le zombie anthropophage, c'est là qu'il commence. Puis c'est vraiment l'horreur ultime, évidemment. Puis... ben c'est ça, c'est pas pour rien thématiquement, je pense. C'est parce qu'encore une fois, c'est le triomphe du nihilisme, là. Okay? L'illustration triomphale du nihilisme. Okay? Puis, je dis pas ça pour critiquer parce que c'est un autre chef-d'œuvre, encore une fois. Night of the Living Dead, c'est bon pour vrai. C'est super bon. Si vous l'avez vu, bon. Dans la poignée, c'est pas pour rien. Mais... dans les 4 films que j'ai mentionnés, donc c'est ça, Night of the Living Dead, The Thing, Alien, puis Prince of Darkness, ben c'est ça. Il n'y a pas de puissance surnaturelle qui va nous aider. Dans Night of the Living Dead, The Thing, puis Alien, il n'y a essentiellement carrément pas de puissance surnaturelle. Dans Prince of Darkness, c'est un peu différent parce que ça se présente comme... la prémisse là-dedans, c'est que l'Antéchrist vient d'un univers d'antimatière, en fait. Puis,
John Carpenter, qui a écrit le scénario, je pense dans le commentaire audio que j'avais écouté à l'époque, il mentionnait qu'il s'était basé sur des écrits de physique quantique, essentiellement. Il avait lu des trucs scientifiques. Puis ça paraît. Puis on se souviendra que dans Prince of Darkness, ils reçoivent des messages du futur, là, dans leurs rêves, mais c'est ça, bon. Puis ce qui est une des raisons pour lesquelles Prince of Darkness, c'est aussi fort, c'est vraiment très fort, c'est que ça commence comme ça commence comme un film religieux. Okay? Ça se passe dans un monastère, il y a des nonnes, etc. Mais ce qu'on comprend très rapidement, c'est que, puis ça nous est dit, okay? C'est bon, par des prêtres, c'est que tout ça est un mensonge parce que l'Église, en fait, au moins une partie de l'Église, sait très, très bien que tout ça est faux, puis que la vérité, c'est qu'il n'y a pas de Dieu, d'après eux autres, okay? D'après le film. Okay? Il n'existe que cette créature maléfique d'une autre dimension qui va détruire le monde si elle est libérée. Okay? Puis, mais c'est plus un univers parallèle, essentiellement. Il y a deux univers parallèles. Il y a le nôtre qui est la matière positive, puis il y a la leur qui est la manière négative. Puis pour le côté maléfique, le côté négatif, ben, eux autres on est incompatibles, essentiellement. Puis s'ils arrivent à venir de notre côté, ils vont détruire notre univers. Mais tout ça, c'est construit sur des principes qui ne sont pas spirituels. Ça nous est expliqué comme étant mathématiques, physique, etc. Puis la terreur vient du fait que toutes les croyances religieuses sont désintégrées au fur et à mesure du film, puis sont laissées par c'est encore une fois cette horreur totale là, du nihilisme existentiel les rêves sont... Voilà, toutes vos croyances en quelque chose de bénéfique ou de surnaturel positif, en tout cas, est illusoire. Bon, mais qu'est-ce que c'est, ça? C'est une version cauchemardesque peut-être, mais une version cauchemardesque de la prémisse scientifique, là, à beaucoup d'égards. Je sais bien qu'il y en a qui croient en Dieu ou qui ont des croyances religieuses, n'importe quoi, mais c'est une version cauchemardesque de la vision newtonienne, là, de la version mécanique. Okay? C'est ça, il n'y a pas de puissance surnaturelle, tout est matériel, et donc, bon, qu'est-ce qui arrive quand on meurt? La mort est un éternel sommeil, tu sais, bon, puis la souffrance, c'est inutile, tu sais, puis Dieu sait qu'il y en a de la souffrance sur Terre, là, tu sais. Bon, fait que c'est à ça que ça renvoie. Fait que quand on dit, en tout cas, quand je soumets, c'est ça, que la science-fiction est une réflexion sur la modernité, ben on en a un excellent exemple, à mon avis. Okay? Puis c'est pour ça que ces films d'horreur-là ont, malgré tout, d'après moi, là, nous renvoie notre détecteur de science-fiction les détecte comme passant le test. Si vous voyez ce que je veux dire. Fait que je passe à mon troisième et dernier point pour cette conversation. Il y en aurait très long à dire. Peut-être qu'on y reviendra dans ce dialogue. Juste pour le fun, je me suis dit que je me suis dit, pour le pur plaisir, si la science-fiction n'est pas basée sur la science en tant que pratique, mais plutôt en tant que quelque chose, que comme illustration de notre expérience moderne, en fait, de notre expérience, de ce que nous, on vit collectivement comme espèce, là, la race humaine, depuis 200-300 ans, ben, c'est intéressant de remarquer qu'on peut, si on veut, mettre les œuvres de science-fiction dans 3 catégories. Qui est optimiste, pessimiste et allégorie. Puis, le principal intérêt ici, parce que je pense que ça rajoute un petit peu, encore une fois, d'eau à mon moulin, là, c'est, la science-fiction optimiste, OK, facile, Star Trek, Guerre des étoiles, tout ce qui... C'est tout ce qui fait science-fiction puis qui fait que je me sens bien quand c'est fini. OK. Puis, je mettrais même, mettons, Alfred Bester, là, Stars My Destination, que j'avais beaucoup aimé. Puis, à la base, il y a des affaires, on va dire, horribles, c'est très violent, trash, mais en même temps,
Bon, c'est une histoire de vengeance, mais c'est très jouissif en même temps, tu sais, puis on a un anti-héros, mais il développe des super pouvoirs, c'est une sorte de récit de surhomme très disjoncté. C'est comme une version... c'est un peu une version anarchique de Philippe Cadic. C'est un livre où est-ce qu'à toutes les pages, ça change complètement. Le livre change à toutes les 2 pages, essentiellement. Là. Il y a des punchs puis des revirements extraordinaires. Puis c'est un triomphe de l'imagination, ça. Stars My Destination, très, très fortement recommandé, d'après moi, par moi. C'est ça, fait que c'est ça. Bon, science-fiction pessimiste, ben, tu sais, c'est facile, je viens d'en nommer quelques-uns, là. C'est ça, tout ce qui est... tu sais, Margaret Atwood, là, Handmaid's Tale, ou, tu sais, il y en a des tonnes, là, présentement. En plus, tout ce qui est dystopique, évidemment, c'est la définition même à beaucoup d'égards. Bon. Puis... qu'est-ce qu'on remarque? Ben, c'est ça, que ce soit optimiste ou pessimiste, pour moi, genre, les livres, les œuvres que j'ai nommées là, je les reconnais sans problème comme étant de la science-fiction. OK? C'est ça, Demolition Man, Stars My Destination, ou donc c'est ça, Regarder des étoiles, évidemment. Bon, c'est ça, les dystopies, Brave New World, etc. Mais Allégorie, tu sais, puis j'ai 1984 qui me vient en tête, mais il y en a beaucoup d'autres, là, mais bon, ben, 1984, quand le livre est sorti, ça se passe dans le futur, quoique, bon, l'éditeur voulait changer le titre, apparemment. George Orwell voulait que ça se passe essentiellement contemporain. Bon, le fait est que le livre qu'on a se passe dans le futur et décrit certainement un cauchemar dystopique, mais puis il est dans le livre de Phil Hardy, il mérite d'y être. C'est clairement de la science-fiction. Mais en même temps, puis même Brave New World, je trouve que la saveur est pas là tant que ça. J'ai l'impression que ça fait d'autres choses. OK? Puis, clairement, c'est purement subjectif. Là. OK? Mais tu sais, qu'est-ce que le bleu, qu'est-ce que le rouge? C'est un petit peu subjectif, la ligne, où est-ce qu'elle est tracée. Puis c'est la raison pour laquelle j'en parle. C'est que j'ai l'impression que quand on crée ces 3 catégories-là, science-fiction optimiste, pessimiste, puis allégorique, ce qu'on va peut-être observer, c'est ça, c'est que, ouais, même si... c'est une manière d'identifier qu'il y a une différence palpable, expérientielle dans différentes œuvres, puis que optimistes et pessimistes ont une certaine saveur qui est, que je mets dans ma catégorie à moi de science-fiction, où est-ce qu'ils parlent de leur rapport à la modernité. Puis, allégorie, ben même si c'est clairement de la science-fiction, parce que c'est dans le futur, puis il y a de la technologie, puis tout ce que vous voulez. La saveur n'est pas là parce que c'est pas ça qu'ils font. Okay? Puis on pourrait se dire, ouais, mais ils parlent de problèmes contemporains. OK? Bon, c'est ça, le totalitarisme, ou bon, Brave New World, qui est un petit peu la société dans laquelle on est aujourd'hui, à beaucoup d'égards. Bon, fait que, mais l'hypothèse, c'est que, ouais, ces livres-là parlent de problèmes que nous, on connaît à notre époque, mais ils ne parlent pas de la modernité en tant que phénomène. Ils ne parlent pas de cette nouvelle relation au monde basée sur une explication non surnaturelle, essentiellement. Puis, dans les trucs optimistes, il y a tout ce qui est Perry Rhodan, tout ce qui est voyage dans l'espace, space opéra, Jules Verne, certainement, tout ce qui est aventure extraordinaire. Bon, ben, c'est ça, il y a un côté exaltant, là, au potentiel qu'ouvre la Weltanschauung, si vous me passez l'expression scientifique, la manière de voir le monde. Bon.
ce changement de paradigme-là. Mais c'est ça, il y a aussi cette question, cette horreur là, cosmique, là, puis peut-être qu'à beaucoup d'égards, la science-fiction et le dialogue entre ces deux pôles-là, puis l'exploration là, de qu'est-ce qu'il y en est réellement de part et d'autre, là. Mais peut-être que la raison pour laquelle l'allégorie, en tout cas en ce qui me concerne, dégage moins ces vapeurs de science-fiction, ben c'est parce qu'elle fait d'autres choses. Elle ne parle pas de ça. Elle parle de questions philosophiques ou politiques, mais qui sont peut-être pas... qui sont autre chose que l'exploration de la psyché de l'être moderne, l'homme moderne, si vous voulez. Fait que voilà. Conclusion, j'ai noté les conclusions sont arbitraires, donc toujours fausses, évidemment. Les définitions et les conclusions, c'est ça. N'importe quelle définition qu'on... Si on prend un pas de recul puis qu'on regarde ça, ben... Ma définition... Moi, je la trouve intéressante, mais en même temps, c'est juste une manière de poser la question. Puis elle a des bons côtés, mais elle a ses limites aussi. Elle marche bien sur certaines affaires, elle marche moins bien sur d'autres affaires. Mais la version de Phil Hardy aussi, elle fait la même chose. Elle marche très bien sur certaines affaires, mais il inclut des affaires, à mon avis, qui n'ont pas rapport, si on veut. Puis n'importe quelle définition que vous allez trouver va tout le temps faire ça. Puis... Donc, on peut dire, ben c'est ça, les définitions ou les conclusions sont, pour cette raison-là, toujours fausses. Tu sais, quand on parle là, des spectres hommes-femmes ou les spectres de tu sais, je sais pas, l'autisme ou n'importe quoi, là, bon, je me prononce pas sur ces questions-là en tant que telles, mais la prémisse philosophique, si on veut, là, intellectuelle, qu'on reconnaît comme étant valide sur ces questions-là, c'est, ben tout est sur un spectre et tu peux jamais... Tu peux pas mettre tu peux jamais trouver où est-ce que tu mets tu peux pas trouver une place certaine et précise où tu peux toujours mettre la ligne. Cette place-là, elle n'existe pas. Okay? Elle est toujours arbitraire, elle est toujours fausse. Puis ça, c'est vrai. Mais c'est vrai sur toutes. Toutes. Okay? Puis, fait que de ce point de vue-là, il n'y a rien qui est vrai. Puis on est mal pris si, compte tenu que, tu sais, parce que c'est un peu vertigineux, là, tu sais, quand on prend le temps d'y penser. Puis ça peut être très, très, très effrayant. Puis notre cerveau, à mon avis, il aime ça, la certitude. Ça le rassure. Mais qu'est-ce que tu fais quand tu sais, en fait, qu'il n'y en a pas de certitude, puis il ne peut jamais en avoir? Ben, c'est qu'il y a une contrepartie aussi, qui est que ben, clairement, il y a des affaires qui sont de la science-fiction puis des affaires qui n'en sont pas. OK? Tu sais, Blade Runner, c'en est complètement. Puis Le Parrain, c'en est pas. Tu sais? Fait que... si dans une conversation sur le cinéma, toutes les fois que vous me parlez de 2000 au-dessus de l'espace, puis de vous dire meilleur film de science-fiction, j'arrête pas de vous parler de Le Parrain, vous allez me dire peut-être que c'est pas la bonne place pour parler de ce film-là, puis vous auriez raison. Tu sais, c'est ça. Donc, fait puis parce qu'on est des êtres humains qui opérons sur la planète Terre, okay, on est obligé de fonctionner avec des catégories. Puis ces catégories-là sont toujours fausses. Si on gratte suffisamment, sont toujours fausses. Mais il y a un côté où est-ce qu'à beaucoup de niveaux, elles demeurent vraies pareilles. C'est comme la différence entre la physique newtonienne puis la physique quantique. OK? Les règles sont complètement différentes, les lois sont complètement différentes, les principes sont complètement différents. Mais les deux existent, là. Puis, ouais, la physique newtonienne n'existe pas au niveau subatomique, en tout cas au niveau quantique, toujours bien.
Ça fait que... Mais ça veut pas dire qu'elle n'est pas vraie, là. Tu sais, ça veut juste dire que, ouais, il y a un certain niveau où elle cesse d'être vraie. Elle n'est pas vraie au niveau fondamental de l'existence. Mais si vous garochez en bas d'un édifice, avec le... Tu sais, vous allez tomber par terre. OK, ça, c'est de la physique newtonienne. Ça existe aussi, voyez-vous. Hein? Fait que, voilà. Qu'est-ce que j'ai listé ici? C'est ma dernière phrase. Ben, c'est ça. Ces catégories-là, elles sont essentielles à notre interaction avec le monde. Puis, moi, je pense que peut-être que c'est intéressant, ce genre de questions-là, parce que ça nous illustre le besoin qu'on a d'opérer sur deux plans, en fait, comme créature, comme entité, là, qui est le plan de la dualité, de la physique newtonienne, là, des catégories arbitraires, mais vraies en quelque part, quoique pas toujours. Mais c'est ça, de la dualité, du vrai et du faux. Puis, donc, de vivre sur ce plan-là, puis de vivre sur le plan toutes les catégories sont arbitraires, mais aussi les catégories qui disent que ça, c'est faux, puis ça, c'est vrai. Que telle théorie est arbitraire ou ne l'est pas. Okay? Sur le plan quantique, la question se pose pas. Donc, voilà ma réponse aujourd'hui à qu'est-ce que la science-fiction. Merci Guillaume de On Jase SFF d'avoir posé la question et puis au plaisir de poursuivre ces échanges dans une autre vidéo. La vie est belle, portez-vous bien.